OK. Alors, je crois que c'est parti pour le live. On va donc s'assurer que tout fonctionne bien. Excellent. Moi, je m'assure que j'ai le son. All right. Fait que je vois qu'on a les gens qui commencent à se mettre en ligne, à nous suivre. Donc, bonjour tout le monde. Frédéric Gonzalo avec vous, collaboration spéciale avec Tourisme Express. Aujourd'hui, on va s'entretenir avec Robert Mercure, qui est le directeur général de l'Office de tourisme. Un grand retour pour Robert, qui était du côté de Montréal au cours des 3 dernières années au Palais des Congrès. Comment ça va, Robert? Ça va super bien, Frédéric, merci. Un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Good, good. Écoute, on veut se jaser aujourd'hui de comment ça se passe au niveau du tourisme, mais avant toute chose, on va aller, avant de rentrer dans le vif du sujet de la discussion, tu as pris possession de ton nouveau rôle assez récemment. Peux-tu nous conter juste un petit peu la transition des dernières semaines pour les gens qui ne suivent peut-être pas l'actualité touristique de près, là, pour nous dire, ça a été quoi ton cheminement des dernières semaines, derniers mois? Mais c'est ma troisième semaine, puis ça va super bien. Je suis vraiment impressionné par l'équipe de l'Office. Je suis enchanté d'être de retour à Québec. J'ai tombé en amour avec Québec en 2007 quand j'étais transféré de l'Europe de la chaîne Fairmont pour venir au Château Frontenac. Donc, et mes enfants, ils ont pas mal grandi ici, donc ils ont tous resté à Québec. Donc, c'est vraiment agréable côté famille aussi, d'être tous ensemble. Et des belles choses à faire à Québec et en général au Québec avec la relance et commencer à se sortir de toutes les choses qu'on a vécues depuis plus qu'un an. Là. Donc, on commence à voir plus en plus de lumière au bout du tunnel. Là. Donc, très encourageant. Oui, puis on avait eu l'occasion de se parler, hein, on se rappellera, il y a un an, alors que la pandémie commençait, puis on était dans les tout débuts. On s'était parlé à l'époque que tu étais au Palais des Congrès comme président directeur général, où tu as été les 3 dernières années. Puis d'ailleurs, j'en profite pour un peu faire le tremplin sur peut-être le premier sujet de discussion, parce que tu as vécu de l'intérieur la dernière année, là, tu n'étais pas sorti de l'industrie dans un autre contexte, c'était vraiment au front, si on veut, avec le Palais des Congrès, où on s'entend le marché d'affaires s'est effondré, n'ayons pas peur des mots. Comment est-ce que tu as vécu donc la dernière année dans ce contexte-là, où est-ce qu'au niveau des affaires, c'était difficile, et comment si on peut se projeter un peu, on parlait d'agrément aussi d'aujourd'hui, mais je serais curieux quand même d'avoir ta perspective sur comment tu vois les choses à court et à moyen terme dans ce créneau-là qui est celui du marché d'affaires, particulièrement congrès, événementiel et autres. Ça a venu vite, hein, le virage. On était aligné pour une année record, la meilleure année dans l'histoire du palais. Et tout d'un coup, bang, hein, au mois de mars l'année passée, c'était tout un virage. Mais qu'est-ce que je trouve le plus intéressant au niveau de la pandémie, c'est l'accélération des tendances qu'on avait déjà identifiées avant la pandémie. L'impact de la technologie, le télétravail existait avant, comme exemple, sur l'événementiel, qu'est-ce que ça voulait dire? Les enjeux de développement durable. Donc, pourquoi aller l'autre bout du monde sur un avion et pour voir un congrès donc, qui provoque la question du format d'un événement. Hein. Donc, quand il y a YouTube et toute la technologie disponible, donc justement, amener plus de dialogue et moins de monologue et plus de créativité dans l'événementiel. Donc, il y avait plusieurs choses qu'on avait identifiées et même créer un centre de diffusion avec des studios, etc. Donc, quand la pandémie nous a frappés, on était déjà sur le dossier sur certaines choses qui étaient accélérées par 100 fois là, pour nous aider à se réinventer rapidement. Et drôlement, comme j'utilise l'exemple du studio Palais qu'on avait commencé avant, un centre de diffusion, c'est une chose qu'on voulait faire pour aider nos clients à diffuser à travers les réseaux sociaux. Puis à un moment donné, on se trouve que c'était la seule chose qu'on était capable de faire parce qu'on était de faire l'événementiel. Mais le Palais a réussi de rester extrêmement visible à travers le monde, rester en contact avec nos clients. Et on a même signé presque une vingtaine de congrès depuis la pandémie.
Et on a fait beaucoup d'événements hybrides. On était rendu à une dizaine de studios de diffusion de toutes sortes de tailles et de budgets au Palais, puis ça a super bien fonctionné. Donc, on était capable de rester très présent en avant le marché congrès, qui est évidemment, par définition, très international. Donc, signer des congrès et aider nos clients d'aller vers l'hybride. Et qu'est-ce que j'aime avec l'hybride, c'est que tu peux toujours ajuster ton présentiel selon les mesures sanitaires qui existent pendant ce moment-là. Donc, on était capable de confirmer des événements et rendre accessible la technologie pour nos clients. Le format hybride, penses-tu que c'est là pour rester? Oui. Ouais. Je pense que c'est une question, il n'y a rien de nouveau là-dedans au niveau de technologie. C'est plus de rendre l'accès à la technologie clé en main et abordable. Parce que les clients, on a tous appris des choses pendant la pandémie, les avantages du télétravail et le Teams et tout ça. Mais aussi, on réalise plus que jamais l'importance du présentiel. Et c'est pour ça qu'on voit la demande, quand on regarde la demande des congrès dans l'avenir en présentiel, ils veulent tous revenir en présentiel. Mais ils ont appris l'avantage du hybride pour être capable de toujours parler aux gens qui n'allaient pas avant aussi. Il y avait toujours X% de gens qui n'étaient pas capables, dans un contexte d'une association, d'être présents en présentiel. Mais la réaction n'était pas automatique par les organisateurs de congrès pour capturer ce contenu-là et le diffuser dans les réseaux sociaux, leurs réseaux sociaux, après le fait. Là, c'est automatique, donc c'est plus des forfaits hybrides. Mais le présentiel, on a réalisé que c'est plus important que jamais au niveau du réseautage. Toutes les choses qui viennent, les salons, les kiosques et le tout qui vient avec un congrès, comment important que c'est pour avoir un événement qui livre les résultats pour les organisateurs. Oui, puis je pense que si la dernière année nous a montré certains aspects ou qu'on aura appris, je pense qu'on réalise l'aspect économique du tourisme d'affaires, l'impact que c'est là sur une ville. On parle, et on aura l'occasion d'en parler là, dans les prochaines minutes, bien sûr, du tourisme d'agrément, mais tourisme d'affaires, là, surtout au niveau de l'hôtellerie, de la restauration, des traiteurs, des fournisseurs, pour l'économie là, d'une région, d'une ville comme Québec, comme Montréal, c'est énorme. Et puis, et c'est aussi que les cycles de vente, c'est souvent les gens vont se décider 3, 4, 5 ans d'avance pour tenir un congrès. Donc, ce qui a été annulé en 2020, voire en 2021, ben, ça risque de revenir plus tard. Donc, on va se tourner vers le domestique, mais ça va être... ça va pas être aussi évident là, d'aller chercher les gros congrès lucratifs là, de médecins ou de pharmaceutiques ou de bio, je ne sais trop, là, qui viennent souvent à coups de 1000 personnes ou autres. Ceux-là sont plus difficiles à aller chercher. Mais bon, format hybride pour aider. Je rappelle à tout le monde que je suis avec Robert Mercure, donc on est sur cette discussion ici sur la page de Tourisme Express. On vous invite à poser vos questions, commentaires dans le fil. Je vois passer vos commentaires. Je ne peux pas saluer tout le monde qui a déjà écrit dans le feed, mais salutations. On vous lit. Mais si vous avez des questions là, pour Robert, n'hésitez pas. Je m'assurerai de les acheminer et on va essayer d'adresser ça. Je ne l'ai pas mentionné d'entrée de jeu. On se donne grosso modo une demi-heure, mais bien sûr, là, si ça déborde, il y a des questions, ben, on pourra déborder, bien sûr, un peu, mais il y en a qui ont des choses à faire à 13h, moi inclus, Robert aussi, donc maximum une heure. Donc, en une demi-heure, puis déborder un peu, là, mais ça donne un range. Comme on parle de tourisme d'affaires, j'ai vu passer sur mon LinkedIn ce matin quelqu'un qui partageait une vidéo qui a été produite par Québec Destination Affaires. J'aurais envie de la partager. C'était pas prévu dans le script. En fait, on n'a pas vraiment un script pour ce midi. On avait certaines choses dont on voulait parler. Mais je me dis que ça pourrait être le fun parce que je trouve que on met bien de l'avant Québec, comment ça peut se vendre d'un point de vue affaires, mais on va aussi le côté leisure, le côté bleisure essentiellement, donc business et leisure. Mais j'aime bien le fait que ça a été fait récemment et ça paraît. On va le voir avec les images. Je vous présente ça à l'instant et on se reparle dans 1 minute 40 suite à la vidéo.
Très cool, hein? Donc, c'est ce que j'aime de cette vidéo-là. Je trouve qu'elle elle fait la part belle à côté affaires, mais côté agrément de la ville. Mais j'aime bien justement ce souci là, qui a été mis de montrer des gens qui portent le masque, puis du purel, puis ben oui, c'est la nouvelle réalité, puis c'est ce que les gens ont besoin de voir et d'entendre pour les rassurer. Il y a Québec Destination Affaires d'ailleurs qui mentionnait dans le feed là, que c'est une collaboration avec l'Office de tourisme du Québec, donc c'est super. Donc, on regarde ça, puis moi, je trouve ça très bien, mais je ne veux pas dire que je demeure sceptique, mais je me dis, c'est quand le retour de la clientèle affaires, justement, puis des congrès et autres? Est-ce que dans le pipeline, il y a déjà des choses qui se trament? C'est-tu utopique de penser automne cette année pour des petits congrès, ou est-ce que c'est vraiment 2022, pour ne pas dire 2023, qui est dans les discussions actuelles au niveau du tourisme d'affaires, du congrès, de l'événementiel, Robert? Dans le contexte de l'événementiel, il faut regarder ça par segment de marché. Le marché local, à Québec ou à Montréal, comme exemple, il y a des conférences, il y a des galas, il y a des réunions, et ça peut confirmer dans les 30, 60, 90 jours. Donc, la minute qu'on commence à déconfiner, il y a de la demande, hein, ici à Québec et à Montréal. Comme deuxième étape au niveau de la demande, c'est les salons. Okay? Donc, les salons, ils veulent vraiment revenir en présentiel. Pour toutes les raisons qu'on peut comprendre. Puis encore, la minute qu'on est capable de régler les enjeux des mesures sanitaires, ils sont prêts d'aller de l'avant. J'espère cet automne, mais certainement au début de l'année prochaine. Les marchés congrès, ils réservent plus à long terme. Donc, en général, c'est plus que 2 ans, des fois dans 1 an pour les hôtels, mais pour les centres de congrès, souvent, c'est plus que 18 mois en général. La bonne nouvelle, c'est que la demande est en croissance comme on n'a jamais vu. Et c'est pas qu'on a juste reporté des événements. Il y a de la nouvelle demande et les congrès confirmés sur les livres en général sont plus forts que jamais. Donc, ça s'aligne pour des années records à commencer de 2022, 2023, 2024 pour les grands congrès. Parce qu'ils ont tous expérimenté dans les hybrides et le virtuel. Puis ils ont réalisé, oui, OK, il y a certaines choses qu'on peut faire, mais le côté réseautage, deal making, là, en bon français, là, pour toutes les choses qu'on connaît avec les kiosques, ça fonctionne moins bien. Donc, tous les organisateurs disent c'est le temps de retourner en présentiel la minute qu'on est capable. Et voilà. Et c'est là où il y a les retombées économiques pour les villes. Donc, c'est important. Ça va commencer cet automne avec le marché plus québécois, suivi par le marché canadien, suivi par le marché américain et le marché européen et asiatique. Et j'ai une question intéressante là, de Holly Hoffman qui demande, Robert, c'est quoi ton principal apprentissage que tu ramènes du Palais des Congrès à Québec? Je trouve ça intéressant dans la démarche actuelle parce que au Palais, évidemment, il y a le marché d'affaires, mais il y a toute une notion aussi d'innovation. Hein. Vous avez beaucoup innové avec des incubateurs, avec des studios et autres. Mais si je te formule, je ne vais pas paraphraser la question de Lee, c'est Robert, quel est le principal apprentissage que vous allez ramener du Palais des Congrès de Montréal à Québec? Donc, curieux d'avoir votre feedback là-dessus. Hein? Que les deux villes ont besoin de mieux travailler ensemble parce qu'il y a des opportunités dans les deux villes. Et je me rends compte, parce que j'ai des bons réseaux dans les deux villes, et je me rends compte que souvent, un réseau n'est pas courant de l'autre réseau, puis c'est très complémentaire. On a une ville d'héritage à Québec, on a une ville cosmopolitaine, et c'est très complémentaire. Puis Montréal, c'est une grande porte d'entrée pour le Québec. Et quelqu'un qui visite le Québec ou visite Montréal qui n'a pas visité Québec, la ville de Québec a manqué quelque chose. Ils n'ont pas eu la grande expérience, à mon avis. Mais les opportunités, la ville de Québec aussi est très innovatrice. Et de se brancher ensemble dans notre programmation, vendre la région ensemble en partenariat, au lieu de simplement regarder le volet compétition, la collaboration de les 2 plus belles villes au Canada, pour moi, c'est pas l'Amérique du Nord, francophone, de mieux travailler ensemble, ça c'est gagnant-gagnant. Et c'est vraiment l'affaire que j'ai beaucoup appris dans mon expérience. Super. Super. Et Annie Tremblay, je pense que tu es à l'écoute. Si tu as l'occasion, tu peux prendre les commentaires de Jean-Marc Laurent, puis masquer, supprimer, bloquer. Ça serait apprécié. Merci. Tu es maintenant à la tête de l'Office, Robert. Donc, l'Office du tourisme qui a quand même un rôle important à jouer au niveau de l'économie locale.
Parle-nous un peu de ton arrivée, parce que là, on parlait business, tourisme d'affaires, puis c'est important. Je pense qu'on aura l'occasion peut-être d'y revenir selon les questions qui seront posées. Mais comment tu vois les choses là, pour les prochaines, oui, les prochaines semaines, prochains mois, mais tu es quand même dans une perspective importante, je crois, là, j'imagine que tu es arrivé avec un mandat en place. Fait que est-ce que tu peux nous parler un peu de comment tu vois les next steps et ton rôle à l'Office dans le contexte actuel? Ben, comme on sait tous, le marché de leisure, le marché agrément peut tourner sur une scène. Là. Donc, ça peut devenir rapidement, il y a une demande refoulée. Hein. On veut tous aller sortir, là, puis on le sait bien. Puis cet été, c'est plus le marché québécois, là, avec ce qui se passe avec les autres provinces et le tout. Mais il faut absolument encourager les Québécois de sortir et rester dans les hôtels au Québec, visiter les restaurants quand on est capable, visiter les attraits et les commerces, parce que la situation est fragile. Puis il faut tout faire pour remplir à Québec, à Montréal, au Québec, nos entreprises touristiques. Et c'est notre rôle comme Québécois pour les supporter, parce que les Américains ne seront pas ici cet été, OK? Et les autres marchés internationaux. Donc, de ne pas bien faire cet été, ça devient urgent. Honnêtement, je suis craintif que si on ne réussit pas à court terme dans nos campagnes de relance collectifs là, en général, on risque d'avoir des gros problèmes cet hiver dans notre industrie au niveau de nos partenaires et nos amis dans l'industrie, et ça va affecter les produits de toutes les villes et Québec spécifiquement. Donc, c'est important que les gens réalisent, dans le contexte de la ville de Québec, 60% des visiteurs sont des Québécois avant la pandémie, la moyenne. OK, 60%. Donc, c'est pas rien, là, OK? On parle beaucoup de le marché américain et canadien et international, parce que c'est l'argent neuf au Québec. Donc, c'est ça les retombées économiques comme telles. Mais on peut quand même supporter nos restaurants et nos hôtels avec les Québécois qui se promènent d'un peu partout pour visiter d'autres places. Et c'est important de les encourager. Donc, c'est un peu un call to action pour remplir nos gens dans l'industrie. Les Québécois en général, parce que c'est un marché local, c'est normal, on va dépenser moins au Québec quand on voyage que, mettons, quand nous, on va aller en Europe ou aux États-Unis. Donc, les dépenses par visiteur sont moins, mais quand même, c'est 60% du marché. OK? Donc, si on est capable de vraiment encourager les gens, je pense qu'on peut bien supporter l'industrie. Et c'est un marché intra-Québec cet été. Je pense que cet automne, peut-être, on va commencer à voir d'autres provinces et commencer, j'espère, à voir les Américains, etc., avec le programme des gens vaccinés et des confinements généraux. Mais il faut frapper fort, collectivement. Tous les bureaux touristiques, on a besoin d'encourager les gens pour visiter et sortir et supporter nos entreprises touristiques. Parfait. Merci. Et il y a plusieurs questions. Là, je vois passer dans le feed avec évidemment quelques junk qui passent aussi, mais Annie devrait être en mesure de nous effacer ça. Mais il y a des bonnes questions qui sont posées. J'en aurai quelques-unes pour toi, Robert. Avant d'aller vers les retours, vers les résultats de pré-pandémie ou autres, il y a un enjeu qui me semble, selon moi, en tout cas, c'est l'enjeu numéro 1 dans l'industrie en ce moment. C'est pas la demande, c'est à la limite même pas la COVID. La COVID, oui, est évidemment un enjeu, mais c'est l'enjeu de la pénurie de main-d'œuvre. Pas plus tard qu'hier, je faisais des Zooms, je travaille avec différents collaborateurs du côté des cantons de l'Est, d'un gestionnaire d'un motel qui ne réussit pas à trouver du staff. Il ne pourra pas ouvrir toutes ses chambres cet été parce qu'il sait, si j'étais sold out, je serais dans le trouble parce que j'ai pas de staff. Je voyais Annick Bélanger de Daisy Nabertiville, que tu connais, qui partageait hier, elle dit 3 entrevues qui devaient avoir lieu, aucune personne se présente aux entrevues. Les gens, non seulement ils disent qu'ils ne sont pas intéressés, ils ne se présentent même pas. Puis il y a plein de monde qui abondait dans ce sens-là. On entend toutes sortes d'histoires. On a un enjeu qui était déjà là, hein, en 2019, on en parlait en 2018-2017, mais là, ça a été exacerbé par la dernière année. On fait quoi? Parce que c'est vraiment un problème, là, quand les gens, les restaurateurs, ils ont hâte au bout qu'on puisse rouvrir, mais il y en a qui ne pourront pas opérer la terrasse ou ne pourront pas opérer certains aspects parce qu'ils n'ont pas de staff, ils n'ont pas de bras. Est-ce que, j'imagine, ça fait partie des hot ticket items que vous avez en discussion au niveau de l'Office en ce moment? C'est quoi ta perspective là-dessus?
C'est clair que c'est un des plus grands enjeux là, dans un contexte de relance. Et la pénurie de main-d'œuvre, ça existe depuis un bon bout de temps, plus que 10 ans. On a Hmm. beaucoup souffert, même au Château-Frontenac, quand j'étais là, jusqu'à 2018. Le nombre de chambres que j'ai fait pour aider les équipes l'été, là, c'est incroyable. On n'arrivait pas. Même à l'époque, évidemment, la crise a juste empiré la situation. Un de mes craintes de cette année, évidemment, parce que le déconfinement et les ouvertures des restaurants et les embauches sont déjà en retard. Hein? Donc, si tu n'as pas embauché tes gens pour le mois d'avril, mai, pour les former, être prêts pour l'été, vous allez avoir des difficultés. Donc, je trouve que l'Office a un rôle à jouer pour promouvoir la destination et rassurer les gens Ouais. que les restaurants, les hôtels vont être pleins ou assez occupés et que les gens sentent qu'il y a une carrière et une opportunité pour bien gagner leur vie dans ces entreprises. Je pense que c'est compliqué comme sujet. Oui, on peut Ouais. facilement entrer dans le sujet d'immigration, mais aussi il faut regarder dans nos stratégies de vente comme DMO, comme Bureau de tourisme pour la Ville de Québec, comment on peut rendre les saisons moins cycliques, moins extrêmes. Ça fait partie du problème. Et parce que si on est capable de garder ces gens l'année longue, c'est important. Donc, et ça va aider dans le pénurie. C'est un projet c'est un Ouais. enjeu qui touche plusieurs choses. Mais sais-tu s'il y a des comités qui ont été mis en place? Parce que, tu sais, on regarde l'année passée, un des exemples, la PCU, qui partait d'une bonne intention hein, quand c'était lancé comme programme, mais qui a eu un effet un peu négatif par la bande, parce qu'il y a plusieurs personnes qui se sont retrouvées à dire bah, non, plutôt que de rentrer et travailler, je vais collecter puis rester à la maison. Bon, c'était corrigé, mais je lisais encore pas plus tard que ce matin, aux États-Unis, Joe Biden, puis là, il y a des discussions parce que ce qu'ils ont mis en place d'assurance chômage, ben là, ils vont forcer les gens à être au moins en recherche d'eux parce qu'ils ont le même problème en Floride, dans différents États, où il y a beaucoup de touristes. Le tourisme a repris aux États-Unis de manière assez surprenante, mais ils sont devant le même problème dans les restos, dans les hôtels. Les gens ne veulent pas travailler parce que disent, bon, non, je collecte mon chèque d'assurance chômage, puis j'ai pas besoin d'y aller. Fait il y a ça, d'une part, parce que tu sais s'il y a il y a pas le groupe, la conférence qui était pilotée par Raymond Bachand, est-ce que ça fait partie des revendications qui sont amenées au niveau des instances provinciales, gouvernementales, fédérales ou autres? Ben, je pense qu'il y a des éléments qui ne sont pas nécessairement supportables à long terme parce qu'il faut relancer l'économie. Donc, c'est l'œuf et la poule. Hein? Donc, Ouais. il faut relancer l'économie pour laisser les gens avoir des opportunités ou se sentir sécuritaire pour se remettre dans le marché de travail. Hmm. Et à mon avis, ça commence cet été en espérant que ça continue pour l'automne et on va continuer à travailler tout ce qu'on peut pour remplir nos choses avec les marchés qui vont déconfiner hors du Québec pour l'automne et l'hiver. L'année 2022, ça se lance, ça s'annonce très, très fort. Mais c'est un sujet compliqué. Hein? On pourrait prendre Ouais. 1 heure juste sur ce sujet-là. Mais dans un contexte de bureau de tourisme, nous, il faut tout faire pour promouvoir les entreprises, les remplir le mieux possible, supporter les gens avec la pénurie le mieux possible parce que nous, on est là pour stimuler la demande, mais s'ils ne sont pas capables Ben d'adresser la voilà. demande, on va avoir des problèmes. Mais je pense qu'il faut faire ça ensemble avec une synergie pour remonter la pente. Bien sûr. Et aussi OK. avoir des actions plus à moyen et à long terme pour régler le problème pour le vrai prix. Là, on revient à l'immigration et le tout. Bien sûr, non, c'est sûr. Puis, comme tu dis, c'est un sujet, tu sais, on parle de, je sais qu'au niveau de l'éducation, dans les cégeps, les collèges Mérici, je pense, il y a 2 ans ou 3 ans, avaient décidé de décaler leur lancement de saison plutôt que d'être en septembre, ben, genre mi-octobre, pour permettre aux employés d'être. Tu sais, c'est un problème, on le voit, c'est l'été, les sauveteurs, puis tout, genre le 15 août, ils lèvent les feux parce que la semaine d'après, ils commencent au cégep. Donc, tu sais, mais le système scolaire, on sait que c'est aussi une grosse bébite à faire bouger les horaires, les calendriers. Mais on pourra y revenir. De toute façon, il y aura certainement d'autres questions qui seront posées là-dessus. Tu as parlé de stimuler la demande. Évidemment, c'est un des rôles fondamentaux là, d'une office de tourisme, d'une OGD.
c'est quoi vos intentions pour cette année? Est-ce que c'est nécessaire de mettre un budget marketing cette année? Je veux dire, si on cligne des yeux, là, je veux dire, c'est quoi les options qu'on a en tant que Québécois à part de voyager au Québec? Est-ce qu'on se dit non, les gens vont voyager quand même au Québec pour besoin de faire quoi que ce soit, ou au contraire, faut stimuler, faut rassurer, faut se faire compétition entre régions? Quelle est ta perspective sur le volet marketing touristique justement à l'interne? Mais je trouve que c'est important pour encourager les gens pour ressortir et supporter les entreprises au Québec. Et peut-être qu'il y a, une partie du marché qui va venir hors du Québec. On va voir comment c'est déconfiné parce que ça peut aller assez vite. Mais oui, c'est important d'avoir une campagne publicitaire avec une campagne qui frappe fort. On est en train de finaliser une campagne que je pense qui va vraiment lancer un très bon message et va vraiment supporter nos hôtels, restaurants, attraits et commerces pour faire le mieux possible pour remplir notre belle ville de Québec. Mais moi, je viens de l'école qu'il faut faire du bruit cet été. On ne peut pas attendre pour le déconfinement total pour, mettons, cet automne ou l'année prochaine. Ce serait une erreur de rien faire. Mm-hmm. Donc, il faut encourager, il faut exciter les gens avec des activités en ville, avec les musées, les shows qui sont capables d'aller de l'avant, des animations dans les rues, comme exemple, et aussi de regarder comment on peut motiver des gens avec un programme de call to action. Donc, C'est rafraîchissant d'entendre ça, c'est rafraîchissant, c'est super. c'est sur plusieurs volets. Hein? Donc, oui, il y a une campagne spin marketing, là, de juste encourager les Ouais. gens à être présents, les faire repenser peut-être un petit peu les choses, parce que on est tous en train de dépenser l'argent de nos maisons, nos chalets, de tout, mais il faut aussi retourner à. On n'est pas capable d'aller à l'extérieur loin Ouais. facilement, mais on peut redécouvrir notre belle province et aider notre infrastructure à survivre cette dernière étape mais la première étape de relance, la dernière étape, j'espère, Ouais. de la pandémie, là, puis parce que c'est fragile comme marché, puis il ne faut pas sous-estimer l'impact sur les entreprises touristiques. Donc, c'est un call to action aux Québécois pour supporter les entreprises Ouais. touristiques au Québec. Mais j'aimerais entendre, je suis curieux de t'entendre là-dessus parce que effectivement, je pense que les Québécois ont voyagé au Québec. Mais tu as mentionné un point, puis justement, tu disais, les gens ont investi de ce temps-là dans les rénovations, dans les choses. C'est une des craintes que j'ai. Je l'évoquais dans un article de blog que j'ai écrit un peu plus tôt cette semaine. Je parlais des obstacles au tourisme qu'on peut s'attendre dans les prochains mois. Évidemment, la COVID, évidemment, la pénurie de main-d'œuvre. Mais je parlais justement du fait que, tu sais, l'année passée, il y a plusieurs personnes qui ont vécu une expérience au Québec, mais dans certains cas, qui n'a peut-être pas été à la hauteur des attentes, pas en raison des fournisseurs, mais en raison des contraintes de la COVID. Hein. Tu vas à un endroit, puis tu dois faire une via ferrata ou tu dois faire du kayak, mais on ne peut pas prendre 20 personnes, on peut en prendre juste 8. On peut juste en prendre 4 à cause des conditions. Fait que les gens se retrouvent à avoir une expérience un peu minimisée. Dans les hôtels, c'est pareil. On voit que dans les restaurants, on a moins de gens, l'ambiance. Fait est-ce que cette crainte-là est discutée, est évoquée dans les fournisseurs, que les gens, il y a des gens qui vont vouloir peut-être mettre sur pause certains aspects de voyage? Les escapades, bien sûr, on va les faire, mais les gros voyages de 2-3 semaines qu'on aurait dépensés pour aller en Europe, que ça ne va pas forcément se transposer en dépenses voyage au Québec. Les gens vont se faire quelques escapades, mais ils vont préférer justement investir dans un set de patio ou une piscine creusée, c'est pour ceux qui sont capables de se trouver une compagnie qui fait des piscines, parce que les rénovations, puis ces compagnies-là, on dirait que c'est sold out jusqu'à 2022. Mais bref, j'aimerais t'entendre là-dessus. Ben, est-ce que l'expérience est affectée? C'est ça ma question. Oui, c'est que c'est clair qu'on a des mesures qui vont être là pour cet été. Puis oui, je pense qu'il faut faire attention de ne pas déconfiner quand même trop rapidement pour éviter une quatrième vague. Là. Ça serait vraiment quelque chose qu'on n'aimerait pas du tout. Mais c'est sûr que je pense que les opportunités avec les terrasses ou les situations avec les hôtels, puis le déconfinement, à mon avis, que j'espère que ça va se faire cet été à un certain niveau, va rendre un peu l'impact un peu plus souple. On s'habitue un petit peu, là, même si c'est des fois des choses qui sont un peu plates. J'espère que ça ne va pas ralentir la demande pour aller découvrir la ville de Québec et le Québec en général. Je pense que je reviens à l'histoire de l'importance de
se supporter entre nous tous et entre tous les marchés. Et j'espère que ça va continuer à déconfiner, même avec des petits rassemblements ou le marché agrément en général pour rendre ça beaucoup plus agréable. Je pense, malgré ces affaires-là, de qu'est-ce que moi je vois au niveau des analyses, les sondages, les prévisions, c'est les gens veulent vraiment, vraiment sortir. On voit qu'est-ce qui se passe aux États-Unis. La minute que ça déconfine, il y a des demandes records comparées aux meilleures années avant. Ouais, Donc, ouais. c'est une demande accumulée, une demande refoulée qui veulent absolument, moi je parle de moi personnellement, je pense qu'on partage ça pour aller justement voyager, dépenser, puis on est prêt. Malgré peut-être quelques mesures sanitaires toujours en place. Oui, puis mais effectivement, quand je parle avec des amis et des intervenants aux États-Unis de ce temps-là, c'est comme un monde parallèle. Tu sais, il y en a dans certains cas, sont à 80-90% des résultats qu'ils avaient en 2019. Fait que c'est comme Mike qui était dans les records. Fait que tu fais comme wow, tu sais. Ici, on est toujours à 5-10% de taux d'occupation. On vit encore reclus avec un couvre-feu. Mais c'est pas partout la même réalité, mais bon, c'est comme ça. Question, il y en a plusieurs dans le feed. Je sais qu'on a encore un ou deux sujets qu'on voulait aborder ensemble, mais j'aimerais ça prendre quelques questions dans le feed. Il y a Agathe qui pose la question. Quel message devrait-on porter aux candidats maires, mairesses et autres en termes de relance touristique dans le contexte des élections qui auront lieu à l'automne prochain à Montréal, à Québec, dans la plupart des villes? Il y a un côté, c'est vrai qu'il y a un contexte politique, puis même à la limite, on pourrait dire qu'au niveau du fédéral, là, c'est dans l'horizon. Donc, ça serait quoi des messages, si on va un petit peu plus higher level là, pour nous aider en tant qu'industrie? Merci pour la question, Agathe. Robert? Merci, Agathe. Il ne faut jamais sous-estimer l'importance du marché touristique. Des fois, j'ai l'impression, puis je suis élevé dans le marché de l'industrie touristique toute ma vie, et des fois, j'ai l'impression qu'on est un petit peu pris pour acquis, des fois, là. Puis je parle aussi avant la pandémie. Mais l'impact est énorme, hein, et l'emploi et les retombées économiques et le tout. Donc, de continuer à supporter les gens, puis de nous aider à se sortir et se remettre sur nos pieds là, le plus rapidement possible. Donc, c'est pour ça que je reviens souvent à pousser fort pour cet été, respecter les mesures sanitaires pour ne pas avoir d'autres éclosions et le tout, là, parce que ça, c'est vraiment plate, mais de continuer à nous supporter, pas juste cette année, mais l'année prochaine. Tu sais, je suis encouragé quand je regarde le taux de vaccins et quand même, il y a des belles choses qui se passent assez rapidement. Ouais. Et de nous laisser retourner le plus tôt possible dans une façon sécuritaire pour laisser l'industrie vraiment se relancer et récolter la demande et les retombées économiques qu'il faut aller chercher. Donc, l'importance du marché touristique, je veux toujours garder ça top of mind parce qu'on était un des industries le plus durement frappé. Il y en a d'autres industries, comme on sait bien, la technologie, la construction, c'est en feu, c'est des années records, mais c'est loin d'être le cas pour nous, puis il ne faut pas sous-estimer. Il faut pas, on n'a pas une baguette magique, là, puis tout d'un coup, tous nos problèmes vont partir, parce que les coûts, les profits qu'on a perdus, la dette qu'il y a des gens qui ont pris, ça va les prendre du temps pour se sortir de ça, même après la relance, et il faut leur donner la chance de vraiment se remettre en santé fiscale individuellement. Donc, c'est un projet un peu plus multi-année que juste relancer cet automne comme exemple au début de l'année prochaine. Oui, puis il y a des enjeux qui se négocient au niveau municipal, d'autres au provincial, d'autres au fédéral. On l'a vu au niveau fédéral, c'est tout ce qui est frontières, support des lignes aériennes. Au Canada, on est un peu lent là-dessus, pour ne pas dire très lent. Je veux dire, les bail-outs aux États-Unis, en Europe, en France, en Allemagne, c'était en juin l'année dernière. Nous, ça a été il y a 3 semaines. Tu sais, donc, c'est sûr que ça ne nous met pas sur la même ligne de départ pour faire la compétition, mais après ça, au niveau provincial puis local, tu as raison. Je pense qu'effectivement, de pousser pour l'importance de tous ces artisans, les boutiques, les attraits, les musées, les restos, les hôtels, les gîtes, c'est toute une équation économique super importante. Montréal, Québec, bien sûr, mais en région, encore de surcroît, là, dans certains endroits, ça a une part plus disproportionnée même d'importance. Oui, la réalité, c'est que l'accès aérien là, va rester un défi là, un peu plus à moyen terme. Donc, ça reste régional, peut-être du nord-est des États-Unis, comme exemple, d'Ontario, etc. Donc, des voyages par voiture. Donc, on n'a pas sorti du bois encore. Okay? Donc, il ne faut pas sous-estimer
Moi, je pense que ça peut revenir extrêmement rapidement au niveau de la demande, là, parce que les gens veulent sortir et Ouais. supporter. Mais il ne faut pas aussi ignorer les défis qu'on n'a pas complètement réglés encore, puis qu'il va être un peu plus de travail pour remettre ça en place. C'est un des enjeux avec... Ouais. On est tous fiers de nos produits, notre qualité de restauration et l'hôtellerie, comme exemple, à Québec. Il ne faut pas perdre ce produit-là, cette infrastructure-là, parce que si on a perdu X montant de nos bons joueurs dans l'industrie touristique, la ville va être différente. Donc, je reviens à cette demande de support. Super. C'est noté. Il y a Luc Villeneuve qui pose la question aussi en matière de tourisme d'agrément. Avez-vous observé une nouvelle façon de magasiner? Parce que c'est vrai que le shopping a pris un certain virage numérique, mais est-ce que, je trouve intéressant sa question, est-ce qu'il y a une nouvelle manière de magasiner? Est-ce qu'on magasine plus en ligne pour aller visiter des centres d'achat? Est-ce que ça se passe, les gens cherchent plus une expérience quand ils vont dans des centres commerciaux? Est-ce qu'on observe quelque chose, une transformation des centres commerciaux même? Il y a des food courts, hein, on a vu beaucoup du côté de Montréal. Bon, ça c'était avant la pandémie, mais est-ce que ça va revenir comme c'était? Est-ce que c'est une tendance qui va devenir même encore plus forte? Est-ce qu'il y a déjà un peu des questionnements qui sont faits au niveau de l'office, là, voir c'est quoi des upcoming trends là, qui s'en viennent à ce niveau-là, au niveau parce que magasiner, on s'entend, hein, je pense que c'est la raison numéro 1, numéro 2, activité qu'on fait en voyage, hein, toute nation confondue. Là. Donc, qu'est-ce que ça dit de votre côté? C'est sûr que le marketing numérique est le nerf de la guerre. Hein? Donc, est-ce que les habitudes et les tendances vont changer à l'avenir avec le magasinage en ligne? Je pense que ça fait partie de notre nouvelle réalité. Tu sais, j'entends souvent les gens dire « Ah, j'ai bien hâte que ça va retourner comme avant. » Puis je comprends comme avant au niveau de croissance, mais ça va être différent. Donc, la réalité, à mon avis, c'est qu'on va avoir une nouvelle réalité. Puis, il faut s'adapter. La façon qu'on vend la destination, les expériences qu'on met de l'avant, comment on fait ça, la communication avec nos clients de l'avenir, sont en train de consommer ou apprendre ou aller voyager différemment qu'avant. On sait tout ça. Donc, je pense, oui, il y a une réalité de peut-être du take-out dans les restaurants ou achat dans les magasins. Mais moi, je pense qu'on a tous senti l'impact depuis plus qu'un an au niveau de trop de Teams, trop de Zoom. J'ai rien contre tout ça. Puis, je pense qu'il y a des avantages au télétravail. Mais, tu sais, l'être humain, là, on est une bête sociale. Là, OK? Il faut sortir, il faut visiter et rencontrer les gens en personne. Sinon, on les connaît juste virtuellement, puis c'est pas le même niveau de qualité. Donc, j'applique ça dans le contexte de magasinage, de sortir dans les restaurants, se revoir nos amis ou rencontrer de nouvelles personnes pour les affaires dans un contexte de salon ou congrès. C'est 1 an ou 2 ans de confinement avec des projets hybrides virtuels ne va pas changer notre ADN depuis des centaines de milliers d'années. Là. On est programmé d'être des animaux sociaux. Là, okay? Oui, tout à fait. Je pense que ça va revenir. Il y a Claude qui pose la question ici, puis dans le fond, c'est la question à $1 million, mais tu sais, selon vous, Robert, quand peut-on prévoir une reprise de l'activité touristique à Québec à la hauteur des résultats de pré-pandémie? En d'autres mots, est-ce que vous avez déjà commencé à échafauder des scénarios là, pour voir c'est quand qu'on va revenir à des résultats de type 2019? Est-ce que c'est 2024, 2025, avant, après? Ça ressemble à quoi dans votre boule de cristal? Moi, je pense qu'on va avoir une belle surprise de l'année prochaine. Et une des choses qu'il ne faut pas oublier quand on parle que les Québécois et 60% du marché comme à Québec, il ne faut pas oublier, si on parle de la province, il y a deux fois plus de Québécois qui sortent de la province qu'on est capable de faire rentrer dans la province de l'externe. Et ça, c'est ma crainte. Pour parler des vraies choses, là, en 2022. Est-ce qu'on va vivre une drôle de sortie des Québécois pour aller dans le sud et on n'est pas capable de... Est-ce qu'il y aura suffisamment d'internationaux pour compenser l'exode? Oui.
Et c'est à nous à régler cette affaire-là, OK? Les ATR en général, là, parce que c'est un enjeu, OK? Donc, comment nous, l'Alliance, les ATR en général, la Destination Canada, on est vite là et très agressif dans nos campagnes pour faire retourner les Américains. Ça, c'est ma crainte de l'année prochaine. Donc, je pense qu'on va avancer dans une bonne façon l'année prochaine. Mais à mon avis, pour dépasser 2019, c'est 2023. Je vais être très honnête avec vous. Pas avant 2023. Mais ça, c'est un année record. OK? Donc, il Oui. faut juste pas rêver en couleur parce que je pense qu'on peut avoir une bonne année en 2022 et on va tout faire pour le faire. Est-ce que cette dynamique de Québécois qui commence à sortir et rester moins dans les lieux au Québec et comment rapidement les Américains sont prêts à sortir des États-Unis et les Canadiens de se promener, je pense que les Canadiens vont être bien heureux de se promener à travers le Canada, puis avec un produit de qualité comme notre belle ville et notre région de Québec, je pense qu'on est bien placé. Une des choses de la taille et la qualité de Québec, on est bien placé au niveau des tendances qui étaient accélérées par la pandémie pour bien remplir la ville de Québec, à mon avis. Oui, puis ça ne veut pas dire que c'est les années de vache maigre non plus. Hein? Je veux dire, rappelons-nous, là, en 2007-2008, 2008 a été une année record de mémoire à Québec, avec évidemment les festivités, mais il y a eu la crise économique aux États-Unis et autres, puis ça a été plus difficile dans les années suivantes, mais ce n'était pas la catastrophe non plus, mais je pense que ça a pris avant, de mémoire, 2017 ou 2018, avant qu'on retrouve des chiffres aussi éloquents qu'en 2008, donc ça a pris presque 10 ans, mais pendant ces 10 ans-là, on avançait, mais il y avait eu un setback avec la situation économique de 2008. Donc, c'est un peu le même principe ici. En 2022, on va revenir à un certain niveau qui sera quoi, 60%, 70% de ce qu'on était. Mais toi, ce que tu dis, c'est que 2023, idéalement, on essaie de revenir à 90 ou 100% de ce qu'on avait en 2019. Bon, tant mieux, on se le souhaite tous. Oui, ouais, effectivement. On avait la crise financière après 2008 et 2008, c'est ça. dans les années 2010 et 2012. Donc, oui, effectivement, à partir de 2015, c'est là où on a vraiment vu la relance de demande à cette époque-là avec ce qui se passait à l'époque. Ben, c'est ça, on est une industrie résiliente. Hein. Là, la crise actuelle, elle est d'aucune commune mesure, mais oui, on a quand même passé à travers 911, on a quand même passé à travers le SRAS en 2003, la crise de 2008 économique. Il y a eu des moments moins glorieux, mais là, on fait face, évidemment, à... c'est de tout autre ordre ce à quoi on fait face en ce moment. Question de Michel Bourdon. Bonjour Michel, qu'on salue. Qui demande, Robert, que faudrait-il faire pour sensibiliser le gouvernement du Québec à l'importance des fournisseurs du marché des congrès? Parce qu'il y a une crainte que des acteurs importants de ce créneau ne passeront pas à travers de la crise. Puis, je pense que c'est pas que ce créneau-là, mais adressons la question de Michel, effectivement. Robert, qu'en dis-tu? Je pense qu'on sous-estime des fois l'importance du marché affaires en général, relatif à la santé touristique en général. J'utilise l'anecdote d'un hôtel parce qu'on était toujours très focusé pour remplir une base de nos chambres dans les grands hôtels, parce qu'on n'est pas capable de toujours remplir les hôtels comme on veut, au tarif qu'on veut, si on n'a pas une bonne base de groupe. Et c'est la même affaire pour les destinations. Et il ne faut pas lâcher sur les messages et la sensibilisation de tout le monde, hein? Les consommateurs, les clients, évidemment, mais et les politiciens au niveau de l'importance, c'est la synergie entre le marché agrément et le marché affaires. Il ne faut pas les séparer. Il faut aligner nos stratégies. C'est du yielding, comme on dit en bon français, pour vraiment bien remplir nos destinations et vraiment trouver la façon de maximiser les opportunités entre les deux marchés. Il y a une campagne de sensibilisation. Moi aussi, Michel, je partage la crainte au niveau de la santé du marché congrès, les organisateurs et les salons. Parce qu'ils ne sont pas sortis du bois, puis c'est extrêmement durement frappé comme industrie. Et je reviens à l'histoire de le plus vite qu'on peut commencer à déconfiner dans une situation en sécurité et stimuler le plus de sport avec les marchés. Il faut aller pêcher, comme je dis, on va aller pêcher où il y a les poissons. Ouais. Donc, aujourd'hui, c'est juste les Québécois, mais c'est ça là, pour cet été. Là. Est-ce qu'on peut aller chercher les Ontariens ou les Maritimes ou même les Américains? Je le souhaite. Et peut-être on peut virer rapidement
pour une autre campagne qu'on est prêt à faire pour cet automne. S'il y a un déconfinement vers la fin de l'été, on va aller chercher ces gens-là avec des campagnes et des incentives majeurs, OK, pour remplir la province. Oui, ben effectivement, puis on n'est pas sorti du bois, mais comme tu dis, il y a moyen, là, il y a des marchés à aller chercher. Merci tout le monde pour les commentaires, les questions. Il est déjà 12h45, on va se donner encore peut-être un autre 5 minutes là, pour essayer de rapper. Moi, j'avais une question pour toi qui était Montréal versus Québec. Compétition, coopération ou coopétition. Et puis, je vois passer une question de Dominique Boulet qui pose la question de manière peut-être un peu plus diplomatique. Elle dit, quelle est votre vision de la collaboration entre l'OTQ et les MRC entourant Québec? Donc, c'est un peu une question à deux niveaux. Comment tu vois la collaboration entre l'Office et les MRC autour de la grande région de Québec? Mais j'aimerais aussi t'entendre vis-à-vis, étant un gars de Québec qui revient à Québec, mais qui vient de passer 3 ans à Montréal. Comment tu vois cette dualité ou au contraire, cette collaboration potentielle? Bien que tu aies déjà un peu donné tes couleurs un peu plus tôt dans l'entretien. Je vais commencer avec la dernière question. Donc, Ouais. moi, je crois beaucoup, beaucoup dans la région, la richesse, les stations de ski, tout ce qu'on a alentour de nous, là, comme attrait, les chutes Montmorency, le massif, toutes les affaires alentour de nous. Donc, les MRC sont extrêmement importants pour nous. Et je trouve que c'est très important de travailler vraiment ensemble pour vendre la région parce que c'est accessible de la ville de Québec. Donc, et c'est gagnant, gagnant, gagnant parce qu'on a des atouts comme région qui sont très, très concurrentiels à travers toute la compétition qu'on fait. En tout cas, la région est vraiment notre avantage, pas juste la ville de Québec. Donc, moi, je crois sincèrement qu'il faut mieux travailler ensemble avec les MRC en général. Parce que les gens, ils veulent se promener. Okay? Ils veulent aller à l'île d'Orléans, ils veulent aller à Beaupré, ils veulent aller un peu partout dans les régions. Puis ça fait une partie de la force de notre région. Donc ça, il faut mieux travailler dans le futur parce que la variété et la qualité de l'offre régionale est vraiment un atout pour notre région et pour la ville de Québec, évidemment. Moi, je trouve qu'au niveau de... C'est naturel que des fois, la ville de Montréal et Québec, ils vont se compétitionner. C'est juste normal. Mais ceci dit, je trouve que comment on peut mieux coordonner nos campagnes de marketing et nos initiatives stratégiques au niveau de les actions de vente entre les centres congrès, comme exemple, et aussi même des initiatives pour le marché agrément international et avec l'Alliance, évidemment, mais et aussi les Américains. Je trouve que c'est win-win, là, parce qu'il faut vendre les destinations en premier. Puis je pense qu'on a beaucoup plus d'avantages de travailler ensemble et collaborer et coordonner que toujours se battre comme les deux villes francophones, comme les voisins les plus proches. Moi, je suis un gars qui croit beaucoup dans les deux villes, les avantages de les deux. Et je trouve qu'on a quelque chose assez unique comme province et deux villes de bonne taille francophones au niveau de se démarquer dans l'Amérique du Nord et côté international. Donc, les Européens, ils comprennent, ils voient ça. Donc, c'est stratégique entre l'Office et Tourisme Montréal et l'Alliance, comme exemple de comment on peut mieux travailler ensemble pour vraiment mettre un focus très clair pour nos campagnes. Et je trouve que c'est gagnant-gagnant pour... Il y a des forces et des faiblesses qui sont, je pense, complémentaires entre les deux villes. Mais moi, je suis le premier de pousser et encourager plus de collaboration entre nos organisations. Super. Il y a Anaïs qui pose une excellente question par rapport à la relance durable du tourisme. Oui. On sait que le tourisme durable, on en parle depuis quelques années, mais peut-être encore plus depuis 2-3 ans. En décembre dernier a été lancé le tout nouveau, la nouvelle association Tourisme durable Québec. Donc, c'est quoi ta vision par rapport à ce qu'on peut faire au niveau de la grande région de Québec, peut-être même au niveau de la province, pour une relance durable dans notre industrie? Moi, je pense que c'est un des facteurs critiques au niveau des attentes de nos clients post-pandémie. Les enjeux de développement durable, parce qu'on réalise que la pandémie
est un enjeu environnemental à la fin de la journée. Et les gens sont plus en plus sensibilisés. Et aussi, c'est pas juste le développement durable, c'est l'héritage durable. Et on a des enjeux à Québec là-dessus. Et comment on peut mettre des programmes de l'avant et plus visibles pour encourager les gens. Si on parle du changement climatique avec des crédits de carbone générés au Québec avec Planétal, comme exemple, qui est une organisation incroyable pour aider les gens à avoir accès à des choses pour compenser pour le déplacement. Il y a des programmes qu'on peut s'inspirer au niveau des meilleures pratiques dans les top villes éco-responsables dans le monde. Et je pense qu'on a collectivement, et la Ville de Québec, je pense aussi spécifiquement, est très bien positionnée pour prendre un bon rôle de leadership dans le développement durable, qui devient de plus en plus, on voit beaucoup de sondages avec nos clients, les visiteurs, Oui. qui est un des facteurs déterminants de où ils vont aller dépenser leur argent. Mes enfants le font. Ils vont regarder c'est quoi les actions, les plateformes d'éco-responsabilité disponibles pour cette destination-là, parce que s'ils ne l'ont pas, puis c'est pas visible et facile à comprendre et gérer, ils vont aller ailleurs parce qu'ils vont utiliser leur argent pour envoyer un message. Et ça va devenir, je pense, un axe vraiment critique et stratégique dans l'avenir, dans comment on positionne la Ville de Québec et la province de Québec et Montréal dans un contexte de développement durable. C'est l'avenir. Puis il ne faut pas sous-estimer la compétition là-dedans. Parce que l'Europe est beaucoup plus à l'avance que nous pour le moment. Et ça va venir. Les Américains, ils commencent à embarquer. Mais ça va devenir une grande, grande partie de pas juste la qualité du produit de la région, mais nos programmes de développement durable qu'on est capable d'offrir et aussi comment on peut se mesurer au niveau de notre succès les programmes en place pour attirer plus de demandes à notre destination. À la fin de la journée, ça va être un des critères critiques pour déterminer comment on peut aller chercher la nouvelle demande à l'avenir. Oui, puis le volet durable, je suis d'accord avec toi, Robert. Je pense qu'on est encore dans la phase où ça devient un élément distinctif, mais je pense qu'on est en train d'entrer dans une phase où ça va devenir pratiquement, ça doit faire partie, c'est un élément préalable à une destination de prestation, un hôtel, une attraction ou autre. Donc, le shift se fait rapidement. Donc, bien content de t'entendre là-dessus. On arrive vers la fin. J'aurais une dernière question, après ça, on pourra faire un petit wrap-up. Mais une question que j'aime bien d'Aline ici, qui pose la question. Dans le futur, comment planifiez-vous augmenter le tourisme durant l'hiver? Hein, toujours la fameuse question, là, comment on peut allonger les saisons pour qu'il y ait une business pas juste de mai à octobre, mais vraiment là, à l'année longue. Tu as mentionné tout à l'heure un peu là, les couronnes vertes, les couronnes blanches, le massif, le ski. Mais je serais intéressé de t'entendre à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour le tourisme hivernal, voire même les saisons, là, les in-between shoulder seasons? Mais c'est triste à dire, mais on est rendu à une des destinations qui sont les dernières, là, ou en tout cas, on est un des choyés destinations au niveau d'avoir des hivers stables en général. Avec de la neige. Donc, oui, donc, qui n'est plus le cas Ouais. en Nouvelle-Angleterre, comme exemple, avec les stations de ski, etc. Donc, on a un produit exceptionnel pour l'hiver avec le carnaval, avec nos montagnes, avec la qualité de vie en général et la beauté de notre région. Et les gens veulent vivre ça. Donc, de mettre l'emphase sur le marketing de ces avantages-là, je pense on voit l'intérêt des Européens dans le motoneige, comme exemple, ou les pays du Sud pour venir vivre des expériences de ski et les expériences hivernales. L'hôtel de glace qui fonctionne bien toujours aussi. Oui, tout à fait. La liste est longue au niveau de tous les avantages que nous avons, la beauté de la ville l'hiver, c'est incroyable. Donc, et aussi l'événementiel, parce que même dans les congrès, d'être capable d'amener des gens pendant l'hiver, et au lieu de traiter ça comme un désavantage, il fait trop froid, c'est une expérience unique pour beaucoup de clients. Donc, de les faire réaliser que c'est agréable. Là. Tu ne vas pas juste geler, vous allez vivre des expériences hivernales incroyables. Et comment on positionne ça? Question de sensibiliser, éduquer nos visiteurs qui viennent à travers le monde, qui n'ont pas d'hiver souvent. Hein. Donc, je pense à long terme,
ce positionnement et l'importance dans le contexte du changement climatique et même le rôle de Laval, qui est un leader dans les études de changement climatique. Donc, se positionner comme une destination de leadership dans le développement durable qui parle à la question du changement climatique et les activités de qualité hivernale, je trouve que c'est un forfait, un packaging, un positionnement gagnant, gagnant, gagnant pour nous dans l'avenir. Écoute, Robert, super, merci pour tes propos. Je vois, il est déjà 1 heure moins, presque 4 minutes. On a des engagements de chacun de son côté à 13 heures. J'aimerais te remercier au nom de Joanne Beaulieu et l'équipe de Tourisme Express pour le temps que tu nous as donné. On visait une demi-heure, on se disait, bon, 30-35 minutes. Ben, évidemment, on a fait 55 minutes et même un peu plus. Super, beaucoup d'informations là-dedans. Pour les gens qui posent la question, bien sûr, ça sera disponible en rediffusion. Alors, je te remercie. Bonne chance, hein? Ça fait quoi? À peine 2 semaines que tu es en poste? Oui. Ben, bonne chance. Ça va super bien. Ouais. Je m'amuse. Oui. Il y a des belles choses à faire, une belle équipe. Ben, on va vous souhaiter une super saison estivale, une bonne saison aussi pour l'automne et autres. Puis je te laisse le mot de la fin. Qu'est-ce que tu veux dire à notre audience qui nous écoute aujourd'hui, là? Bien, je reste plus convaincu que jamais au niveau de l'opportunité pour nous. Puis je pense qu'après qu'on a traversé quelque chose qui est la pire crise depuis 80 ans, depuis la Deuxième Guerre mondiale, là, pour notre industrie en tout cas, c'est terrible. Là. Puis ça me fait beaucoup de peine. J'ai beaucoup d'amis dans l'industrie. Puis ils souffrent. Puis le plus vite qu'on peut se sortir de tout ça, le mieux que nous, dans nos rôles, on peut vous supporter pour vous relancer. Je suis à l'écoute. On a besoin de vos idées. On a besoin de collaboration. C'est un travail d'équipe, là, OK? Puis, on est tous là-dedans. Puis, moi, quand je regarde les signes de la demande sur l'horizon, je suis encouragé. Moi, je suis plus encouragé que jamais pour la région, notre région de Québec et pour le Québec comme province aussi, comme produit de qualité. Et je pense que notre avenir, je suis plus convaincu que jamais au niveau le potentiel de la région de Québec et je veux voir que ça atteint son plein potentiel. Et je pense qu'on a un produit hors pair, on a un produit de qualité exceptionnelle. Donc moi, je suis quelqu'un qui reste toujours très, très optimiste et positif. Et on ne va pas lâcher jusque le temps qu'on se remet comme avant. OK? Parce qu'on est capable. Je pense à long terme, je reviens à notre ADN et à la demande. On sent tous que on est tellement tanné de ce qui se passe là, qu'on veut revenir dans ces contextes-là de voyage. Peut-être on va vouloir vivre d'autres expériences et beaucoup plus des expériences de nature et plein air et de qualité, des expériences créatives. C'est à nous à s'adapter à de nouvelles réalités, mais ces nouvelles réalités-là nous amènent des opportunités en or. Donc, si on est rapide, proactif, intelligent et agile dans notre réinvention comme organisation de bureaux touristiques, les hôtels, les restaurants, tout le monde est en train de se réinventer. Et c'est le nerf de la guerre, l'innovation, l'évolution, oser d'essayer de nouvelles choses, avoir le courage organisationnel de vraiment se questionner, se réinventer fondamentalement après cette crise-là. On va récolter les bénéfices parce que les opportunités vont être là. Donc, je reste extrêmement positif et on va faire des choses, des belles choses. Et même les signes préliminaires des places comme aux États-Unis, ils vont battre leurs années avant la pandémie assez rapidement. Oui, ils sont bien partis. On va aller là aussi. Donc, c'est notre futur, là. Bon message d'espoir. Merci, Robert. Et puis, j'en profite de la tribune qui est là pour dire aux gens, allez vous faire vacciner, aidons-nous en tant qu'industrie, aidons-nous en tant que société pour le plus rapidement possible passer à autre chose et puis voyager ici même au Québec ou ailleurs selon le gré de ce que vous voudrez faire. Donc, merci encore une fois, Robert. Merci et puis, salutations à tout le monde. On se revoit avec un webinaire avec Raymond Chabot, Grant Thornton. Dans 2 semaines, les détails seront divulgués ici même sur la page. Il y a un événement qui a été créé. Vous irez voir ça. Sur ce, Frédéric Gonzalo qui vous dit à la prochaine. Merci beaucoup. Bye bye.